Antoine de Tounens, bonjour. Bonjour. Peut-être devrais-je dire Aurélie-Antoine Ier, puisque vous êtes roi des Indiens Mapuche, idolâtré par les Indiens des deux côtés de la cordillère des Andes. Vous nous recevez chez vous, on vous en remercie. Votre Altesse, peut-être pourriez-vous déjà nous dire quelles sont les perspectives actuelles de votre royaume? Eh bien, à la vérité, il y a beaucoup de perspectives pour le royaume. Tout d'abord, faire connaître l'existence de mon royaume auprès de tous les États du monde et mon avènement au trône. Ainsi, le royaume d'Araucanie et de Patagonie sera légitime et respecté. Plus de violations de territoire. Aussi, je mettrai en place la constitution de mon royaume en faveur de mon peuple, les Mapuches. Constitution qui a été écrite par mes soins et qui sera appliquée par mon ministre d'État, Desfontaines. Constitution qui apportera à mon peuple la paix dans le royaume et l'abondance en richesse. Et puis, je veux construire un chemin de fer, réunissant l'ancien et le nouveau monde. Cette voie ferrée partira de Santiago, capitale du Chili, se dirigera vers le sud, jusqu'à l'endroit le plus convenable pour traverser la cordillère des Andes, entrera en Patagonie, remontera vers l'Argentine, traversera également dans la même direction les républiques de Bolivie, de Pérou, de l'Équateur et celle de la Nouvelle-Grenade. De la Colombie. Oui, la Colombie. Sa direction sera continuée par l'isthme de Panama, le suivra dans toute sa longueur du nord au sud, traversera le Mexique, les États-Unis, l'Alaska, jusqu'au détroit de Bering, en face de l'île Ratmonof. Ici, nous construirons un pont ferré jamais égalé qui reliera l'Alaska à l'île Ratmonof, elle-même qui sera reliée par un pont avec les terres russes de Sibérie. Des perspectives qui sont effectivement très techniques et très précises aujourd'hui, mais peut-être que nous aimerions revenir d'abord sur la façon dont vous avez été proclamé roi. Car vous n'êtes pas un Mapuche, mais vos origines sont européennes, françaises même. Eh bien, je qualifierais mon avènement comme une providence. Oui, cette bienfaisance commence avec mon avènement au trône en 1860 et qui, semble-t-il, a été le premier geste qui a été fait en faveur de l'un des premiers peuples autochtones de l'Amérique latine. Et je pense que c'est ce qui est important de retenir. Les Mapuches inspirent à garder leur indépendance. En me proclamant roi, ils s'attribuent une protection et une unité face aux menaces extérieures. Est-ce vrai, Votre Altesse, qu'il y avait parmi les Mapuches une légende qui annonçait l'arrivée d'un homme blanc pour sauver le peuple Mapuche? Alors il faut savoir que chez les Mapuches, le rêve et la réalité ne sont pas séparés comme chez les Européens. Si l'on fait un rêve, c'est que l'on vient de recevoir un message et que ce rêve va se réaliser bientôt. Encore faut-il savoir l'interpréter correctement. Le plus puissant des guerriers mythiques Mapuches, Caupolicán, avait rêvé qu'un Toqui, c'est le chef de tous les chefs chez les Mapuches, lui avait dit qu'il devait se battre contre les conquistadors et qu'il le conduirait à la victoire. Dans ce rêve, le Toqui était grand. C'était un blanc avec des cheveux poivre et une longue barbe poivre également. Et c'était lui, le roi, que les Mapuches attendaient depuis si longtemps. Ce roi qui allait défendre leur terre sacrée, Mapu, contre les Chiliens et les Argentins. Vous savez, je pense que dans toute civilisation, il y a des légendes. J'ai entendu bien des fois qu'en Europe, telle ou telle légende annonçait que... Enfin, il y a des prophéties millénaristes, en passant par celle de Saint Malachie. Tous les peuples vivent sur des légendes. Et on peut espérer que tous les peuples autochtones d'Amérique latine pouvaient effectivement croire à une légende. Dans mon cas, cette prophétie a simplement renforcé l'inspiration naturelle que le peuple avait à s'unir autour d'un roi. Mais croyez-vous que toute la population Mapuche à ce moment-là voulait avoir un roi en Patagonie? Est-ce qu'ils voulaient renoncer à la démocratie? Vous savez, la démocratie, telle qu'elle a été appliquée en Amérique latine, est une démocratie vraiment limitée. D'une manière générale, je ne crois pas qu'ils en ont beaucoup bénéficié. C'est une notion très édulcorée de la démocratie qu'on a pu appliquer aux populations autochtones pour que justement ils se déchirent et acceptent un autre mode d'organisation proposé par les républiques voisines à seule fin de récupérer leurs terres. Par contre, je suis convaincu que les peuples originels ont une aspiration tout à fait légitime à leur particularisme et au respect de leurs droits. Et il semble étonnant même qu'à l'heure actuelle, on puisse se poser la question de savoir si les premiers occupants du sol ont des droits. Le sol qui est le leur. Et vous-même, est-ce que vous avez le droit? Vous n'êtes pas né en Oricanie, ni en Patagonie, vous êtes français, vous êtes européen. Avant votre avènement, vous ne viviez même pas en Amérique latine. Alors pourquoi? Je pense que le droit réside sur deux concepts. Il y a d'abord le juridisme, d'une part, et puis il y a le droit naturel, d'autre part. Qui a le droit en Amérique latine?
Est-ce ceux qui sont les héritiers de colonisateurs et qui sont venus occuper par la force une région? Ou est-ce celui qui a été, par la faveur spontanée du peuple, choisi pour concrétiser l'indépendance du peuple mapuche? Je pense que le droit réside plus particulièrement dans le choix du peuple que dans celui qui est imposé par la force. Et vous, monseigneur, vous êtes élu par le peuple? En 1860, j'ai parcouru l'ensemble des territoires de l'Araucanie et de la Patagonie dont je ne vous rappelle pas l'étendue. Et au cours d'assemblées populaires, j'ai été désigné comme souverain. Et je crois que c'est une chose importante de préciser que ce n'est pas moi-même, motu proprio, désigné, mais que ce sont des assemblées populaires qui m'ont désigné. Vox populi, vox dei. Et en même temps, je crois savoir que vous avez des racines, enfin votre arbre généalogique nous annonce que vous descendez du roi Charlemagne. Le premier prince de la famille était un puissant seigneur de la Gaule romaine. Il s'appelait Tonantius Ferreolus et son sang coule dans mes veines. Il possédait en titre des terres et il fonda même une ville qui porte toujours son nom, lequel est aussi le mien, Tonins. Il fut prince au pays d'Anse, fait comte par Charlemagne et reconnu comme tel par les Vikings. Plus tard, au temps des croisades, le dernier comte de Tonins croisa parmi les premiers, malheureusement emmenant avec lui ses 3 fils aînés et ne laissant au château que la dame et ses filles. À la quête d'un royaume, c'est exactement là qu'ils s'en allaient gaillardement. On ne sait s'ils furent princes en Terre Sainte ou en Arménie, car pas un des 4 ne revint et nul n'en entendit plus parler. Prince je suis et roi par-dessus le marché. Oh, vous savez, je l'ai dit. Et là aussi, je dirais que comme pour la succession araucanienne, finalement, cela n'a aucune importance. Les circonstances font que chacun descend de chacun. Il est exact que j'appartiens à cette catégorie de gens relativement rares qui descendent de Charlemagne et qui peuvent le prouver. Tout ceci n'a pas beaucoup d'importance pour le sujet en question. Mais peut-être que ça en a. Nous intéressons en tout cas particulièrement à votre majesté. Est-ce que vous pensez que votre histoire, l'histoire du roi Aurélie-Antoine Ier, peut être un sujet de pièce de théâtre, d'exposition? Êtes-vous un bon sujet, votre Altesse? Vous savez, il y a tellement de mauvais sujets dans l'art que je suis certainement un très bon sujet de film, d'exposition, de peinture, de théâtre et même de livre. Et pour une raison simple. Nous sommes tellement lassés par les exploits pipés de Jim du Far West ou des héros de bande dessinée que ma personne, Aurélie-Antoine Ier, roi de Patagonie et d'Araucanie, est tellement plus passionnante et authentique que ça ferait très certainement un excellent sujet. Probablement. Pourriez-vous d'ailleurs nous faire connaître quelques particularités du voyage de Sa Majesté pendant son périple pour la conquête de son royaume? Lors de mon voyage, j'ai traversé du Chili vers l'Argentine, les Andes. Ce n'est pas à des Argentins ni à des Chiliens que je dirais que le voyage en soi, alors que je l'ai fait seul, avec un guide, est un exploit sportif. Ce qui a d'ailleurs fait dire à un écrivain français que pour cette seule raison, je méritais d'être connu. Lors de votre premier voyage dans votre royaume, vous avez été arrêté, je crois, au sud de Buenos Aires, par les autorités chiliennes et argentines. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Quand on est arrêté, au XIXe siècle finissant, c'est parce qu'on a des ambitions. Un nommé Bonaparte, mon cousin, et qui a fini sous le nom d'empereur Napoléon III, a été arrêté en France et conduit au fort de Ham. Un nommé Aurélie-Antoine Ier, qui est roi Antoine Ier, roi d'Araucanie, est arrêté à Villablanca par les autorités argentines pour des raisons sans doute assez similaires. Eh bien, que dire de plus? Si ce n'est merci, votre majesté, de nous avoir reçus. Merci pour avoir répondu à toutes ces questions. Eh bien, si ça se termine, je dirais que c'est un drame et il se termine bien. Belle réponse shakespearienne, merci encore.